Qui est Dieu? Avons-nous une âme? Qu'est-ce que l'éternité? Y a-t-il une vie après la mort? Depuis le début, l'humanité cherche à savoir. Ces questions angoissent si profondément qu'au moindre phénomène mystérieux, on est tenté de voir une réponse, un signe de l'au-delà, ou à tout le moins, une preuve des pouvoirs de l'esprit sur la matière. La technologie aujourd'hui fait des miracles. Mais les arnaqueurs de l'âme n'ont pas attendu les effets spéciaux pour mystifier et abuser de votre crédulité. Lama tibétain bidon, faussuaire miraculeux, faiseur de miracles factices, statue pleurante truquée. Sur le marché de la spiritualité, les prétendues manifestations divines se vendent bien et cher. Comme on dit, plus le diable en a, plus il veut en avoir. C'est en 1956 que paraît en Grande-Bretagne The Third Eye, publié en français sous le titre de Le Troisième œil. Dans cette autobiographie étonnante, le lama tibétain Lobsang Rampa raconte sa vie dans une lamaserie, ses exploits hors du commun et les épreuves qui ont fait de lui un initié, particulièrement celle qui lui a permis d'acquérir son troisième œil. À l'âge de 7 ans, il a dû quitter ses parents pour aller dans une lamaserie, c'est-à-dire un monastère bouddhiste tibétain, qui le destinait à devenir moine chirurgien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce monastère, il aurait subi une opération dite du troisième œil. On lui aurait enfoncé une petite pointe d'acier et du bois dans le cerveau, juste au milieu du front, là. Et on lui aurait donc permis de voir ce que le commun des mortels ne peut pas voir, c'est-à-dire l'aura des gens, le halo lumineux qui permet de savoir la santé physique des gens, qui permet de savoir si les gens mentent ou disent la vérité, s'ils sont sincères ou non, etc. Le troisième œil est l'œil qui voit au-delà de la dimension terrestre, l'œil de la clairvoyance. Une dimension à laquelle nous pouvons aspirer par la méditation et la conscience de soi. C'est une rencontre qui a eu lieu, j'avais 14-15 ans. C'est le deuxième livre que j'ai lu de ma vie par choix. Je suis tombé là-dessus, je me souviens plus comment, mais ça a vraiment changé ma vie. Moi, j'ai vu ça comme un roman d'aventure, mais réel, qui s'était vraiment passé avec quelqu'un de réel. Fait que ça avait d'autant plus d'intérêt. Ça se passait au Tibet, fait que c'était très exotique. Puis lui, il avait vécu dans une lamaserie tibétaine. Ça faisait rêver, ça n'a pas de sens. En plus que Rampa, à une époque, a changé de corps, en plus de faire des voyages astrales, en plus de voir l'avenir, en plus de dire comment faire des voyages. Il avait écrit un livre aussi, comment faire des voyages astrales. Fait qu'il y avait des possibilités absolument incroyables. C'était des livres de science-fiction sans limite, si on veut. Des millions de lecteurs à travers le monde sont fascinés par les révélations extraordinaires de ce grand maître de la voyance. Plusieurs jeunes trouvent en Lobsang Rampa un nouveau guide spirituel et s'initient au bouddhisme. C'est que la jeunesse appelait des valeurs intérieures pour contrer ce pep bretelle du pouvoir de l'argent. Alors, naturellement, tout ce qui venait de l'Orient, c'est tout basé dedans. Nous autres, on avait un dehors au bout, mais pas de dedans. Et le dedans qu'on avait, c'était la religion catholique, mais ça nourrissait pas trop fort. Alors, moi, j'étais jeune, j'avais 30 quelques années, là, et j'embarquais là-dedans parce que je nourrissais mon cerveau. Le véritable pouvoir que voulait la jeunesse, c'était le pouvoir de la liberté.
mais d'une liberté intérieure qui ne tuerait personne, qui pourrait se faire sans violenter qui que ce soit. Et c'est un peu ce qu'il y a derrière la philosophie tibétaine, d'une sorte d'amour inconditionnel de la vie. Ce qui va, au 20e siècle, lancer véritablement le bouddhisme tibétain, c'est l'ésotérisme. Alors, se développent des écoles ésotéristes fin 19e, début 20e, et on récupère le bouddhisme tibétain et on fait des maîtres tibétains, des maîtres très mystérieux qui sont détenteurs de pouvoirs spéciaux, de savoirs suprêmes et primordiaux. On fabule un peu sur les moines tibétains. Alors, c'est un mélange de ça qui va donner naissance à Lobsang Rampa. Le troisième œil fracasse des records de vente et s'impose rapidement comme l'un des gros best-sellers du siècle. Fort de son succès, le lama poursuit sur sa lancée et publie une douzaine d'autres titres, dont certains traduits en 38 langues. Le phénomène prend une ampleur quasi surnaturelle. Mais ceux qui connaissent bien la culture tibétaine se montrent sceptiques. Et bientôt, un autre son de cloche se fait entendre. Alors effectivement, le succès de Rampa a été total pendant un an, de 57 à 58. Le livre de Rampa a été publié dans les premiers mois de 57 et dès le 1er février 58, il y a un détective anglais, Burgess, qui a fait une petite enquête et qui donne les résultats de cette enquête sur Rampa. Et on s'aperçoit, au mystère, que Rampa n'a jamais mis les pieds au Tibet, n'a jamais mis les pieds dans une lamaserie, que c'est un Anglais qui s'appelle Cyril Henry Hoskins, fils d'un plombier zingueur, qui vit de manière spéciale avec deux femmes, qui est bigame très certainement, qui se fait appeler Dr Kwan, bien qu'il n'ait aucun titre de médecine, qui prétend avoir une licence en lettres qu'il n'a pas. Et le détective est allé très très loin dans ses investigations parce qu'il a pu recueillir les aveux de la femme de Rampa, qui lui a dit qu'effectivement le troisième œil était un livre de pure invention, que le brave Cyril Hoskins, ne trouvant pas de travail, étant au chômage, avait été plus ou moins obligé d'écrire pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. L'imposture a des échos dans toute la presse européenne. Rampa Hoskins trouve alors refuge au Québec, mais il est à nouveau la cible de ses détracteurs. Le seul nirvana que Lobsang Rampa ait sans doute jamais atteint, c'est celui de son compte en banque. Pour les nombreux adeptes du lama, le coup est dur. C'est quand j'ai rencontré, vers l'âge de 30 ans, un Tibétain, un authentique Tibétain, qui, je lui ai parlé, évidemment, j'ai pas pu résister au fait de lui parler de mon amour pour Rampa. Lui, évidemment, ça le fait sourire, parce que pour lui, c'est évident que Rampa n'a jamais mis les pieds au Tibet. Parce que Rampa raconte des choses dans ses livres qui sont... c'est pas tibétain du tout. Un peu comme un Français en France qui raconterait qu'il est venu au Québec puis qui a fait la chasse au bison avec une tribu d'Indiens. Pour nous autres, c'est évident que c'est faux. L'ouvrage est truffé d'invraisemblances. Rampa est en effet le seul lama au monde à dire que le troisième œil doit être ouvert par une intervention chirurgicale. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que Lobsang Rampa n'a pas la tête d'un Tibétain. Il a le front plat, les pommettes rentrées et la tête plus longue que large, alors que les Asiatiques ont les pommettes saillantes, le front bombé et la tête aussi large que longue. Lobsang Rampa continue pourtant à affirmer être un authentique lama tibétain. Son âme se serait tout simplement réincarnée dans le corps d'un Britannique par migration. Quelque part, les gens que j'haïs le plus, c'est ceux qui prétendent avoir le pouvoir spirituel pour fourrer le monde. Ça, c'est les pires de toutes. Faut pas oublier que Rampa est un écrivain, un romancier, ça invente des histoires. Ses livres, ils ne marchaient pas à Rampa avant. Tout à coup, il fait ça le troisième œil, ça fait boum, un boom mondial. Pourquoi? Parce que c'est une nourriture spirituelle dont on avait besoin et l'Occident criait après ça. Mais vous savez, des récits un peu fantastiques comme ceux-là, à saveur ésotérique, à savoir syncrétiste, qui mélangent le Christ, Bouddha et un tas de croyances, il en circule énormément. Si on va dans toutes les bibliothèques ésotériques, il y a presque que ça, hein? C'est la fascination des gens, pas seulement de l'Occident, mais je dirais des gens, pour le mystère,
pour les pouvoirs mystérieux, pour le supra-humain, pour le surnaturel. Et on a beau démolir à force de preuves tel ou tel récit, telle ou telle apparition, il s'en trouvera toujours d'autres qui vont ressurgir ici et là pour encore faire travailler notre imaginaire spirituel, religieux, qui cherche du merveilleux. Rien de plus angoissant que des questions qui restent sans réponse, surtout quand on ne veut pas chercher ces réponses en soi. Alors on cherche très loin, à l'autre bout de la Terre, en Orient, et là on trouve des philosophies orientales avec suffisamment d'ésotérisme que cela nous permette de les interpréter à notre façon, de se les accommoder selon ce qu'on veut bien en faire. On a deux yeux, on cherche partout, et on apprend soudain, au miracle, qu'on a un troisième œil. Jusqu'à sa mort, au Canada, en 1981, Lobsang-Rampa n'a jamais cessé d'affirmer avoir fait l'expérience bien réelle de tout ce qui est écrit dans ses livres. Depuis plus de 40 ans, le troisième œil a été réédité chaque année, sans interruption. L'ouvrage est toujours présenté comme l'autobiographie d'un vrai lama tibétain.